Vous regardez Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de votre 19h. Le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeibah, en visite en Tunisie. L'occasion pour les deux pays de parler coopération dans plusieurs domaines au moment où l'appel au dialogue politique est relancé du côté de Tripoli. S'achemine-t-on vers une opération militaire terrestre menée par la Turquie dans le nord de la Syrie? Ankara affirme pouvoir intervenir à tout moment. Et le renouveau du secteur de l'automobile en Algérie se précise. Le géant Stellantis signe un contrat d'investissement avec l'API. Enfin, Coupe du Monde et la Tunisie a deux doigts de créer l'exploit après sa victoire face à la France qui se qualifie en même temps que l'Australie au deuxième tour. Mais avant d'entamer cette édition, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi après-midi 5 historiens algériens membres de la commission mixte algéro-française qui sera chargée du dossier mémoriel, et ce en présence du directeur de cabinet du président Abdelaziz Khellaf et du conseiller auprès du président chargé des archives et de la mémoire nationale Abdelmadjid Chekhi. Je vous le disais, en titre, le chef du gouvernement libyen Abdelhamid Dbeibah effectue une visite de travail chez le voisin tunisien sur invitation du président Kais Saïed. L'occasion pour les deux pays de renforcer et raffermir les liens et la coopération bilatérale. Un certain nombre de dossiers économiques et commerciaux ainsi que sécuritaires concernant les deux pays seront au menu de cette visite. Dbeibah est accompagné lors de cette visite par le gouvernement de la Banque centrale, du président de la Cour des comptes, du vice-premier ministre et de plusieurs ministres et chefs d'appareil sécuritaire. Et le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeibah, dont le pays tente d'en finir avec le blocage politique qui persiste, est affirmé lors d'une conférence de presse organisée par la Commission électorale nationale à Tripoli que son gouvernement était prêt à organiser des élections générales, appelant les parties prenantes locales et internationales à faire pression pour parachever la législation encadrant ces élections. Souhila Kilal. Une lueur d'espoir semble se profiler à l'horizon pour la Libye. À la veille de son voyage d'État en Tunisie, le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah a fait miroiter la possibilité d'organiser des élections générales et a confirmé la disposition de son gouvernement à tout mettre en œuvre. Je suis prêt à communiquer avec tout le monde sans distinction, à faire abstraction de tous les différends. Nous espérons élargir le cercle de la participation à toutes les parties actives de la société civile. Notre position est claire, soutenir les élections et dire non aux périodes transitoires. C'est ce qui va participer à unir l'Iran pour sécuriser l'opération électorale et préparer le pays à l'accueillir. Dans ce sillage, Dbeibah a appelé les parties prenantes locales et internationales à faire pression pour parvenir à des lois solides afin de répondre aux aspirations des Libyens et mettre fin aux étapes de transition et d'évoluer vers un accord politique acceptable. Il est important de rappeler que la Libye n'est pas parvenue à organiser les élections générales prévues en décembre 2021 en raison des désaccords internes sur les lois électorales. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a révélé que des consultations étaient en cours pour tenir une réunion préparatoire à une conférence de réconciliation nationale qui réunira toutes les parties libyennes. Le chef de la commission de l'UA a souligné la nécessité de trouver une formule pour permettre aux Libyens de se réconcilier, puis d'aller aux élections pour choisir leurs dirigeants. L'actualité au Mali, c'est la visite du médiateur de la CEDEAO et ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, afin de faire le point et évaluer les progrès de la transition toujours en cours dans le pays. Le médiateur de la CEDEAO a été reçu par le président de la transition Assimi Goïta avant la tenue d'une audience bilatérale.
Goodluck Jonathan a déclaré à l'issue de cette rencontre que le travail doit se poursuivre alors que la transition au Mali s'apprête à entamer une année charnière. Et cet aveu d'échec du Premier ministre marocain Aziz Ernouch, qui admet l'incapacité de son gouvernement à apporter des solutions et des réponses à la crise multidimensionnelle qui secoue le pays depuis de longs mois. Le chef du gouvernement libéral a déclaré devant la Chambre des conseillers que les moyens de l'État sont limités et ne permettent pas d'envisager davantage d'efforts en vue d'améliorer la situation socio-économique de la population marocaine. À noter que le déficit budgétaire devrait se situer à 6,1% du PIB au titre de l'année 2022. Et morosité pour l'occupant, espoir pour l'occupé à J-1 de la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, ECOCO, prévue vendredi et samedi dans la capitale allemande Berlin. Elle sera l'occasion pour les participants de dénoncer le sinistre plan d'autonomie proposé par le Maroc et réitérer que l'indépendance du Sahara occidental passe uniquement par le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. La cause sahraoui présente également sur le grand écran le film documentaire du réalisateur algérien Rabah Slimani, Wanbik, a connu un grand succès, a remporté le premier prix du festival de cinéma Fi Sahara. Il a été projeté pour la première fois au Sahara occidental, puis en Espagne. L'œuvre produite par le Centre algérien pour le développement du cinéma et de la télévision algérienne met en exergue la cause sahraoui dans toutes ses dimensions. Zoom sur ce film avec Neila Et Hamouda. Projeté pour la première fois au Sahara occidental, le film documentaire algérien Wanbik, le peuple qui vit devant sa terre, fait l'événement. C'est le fruit d'un labeur de 6 ans du grand réalisateur Rabah Slimani. Le film décrit la souffrance et les luttes du peuple sahraoui contre les multiples agressions du colonisateur marocain avec une vision cinématographique. Le documentaire, d'une durée de 95 minutes, met en scène un groupe d'étudiants de l'école de cinéma des camps de réfugiés sahraouis. Ils réalisent leur film de fin d'études pour obtenir leur diplôme. Pour ce faire, ils choisissent le mur de la honte. Cette barrière de sable divise les terres du Sahara occidental et provoque la dispersion de son peuple. L'œuvre met également en lumière les drames engendrés par ce mur au fil des ans, car il met en avant les témoignages des Sahraouis dont leurs proches ont été victimes des mines antipersonnelles. Le réalisateur algérien Rabah Slimani n'a pas manqué de souligner le rôle important des femmes sahraouies dans la lutte contre l'occupant marocain. Des femmes victimes d'oppression, d'humiliation et d'agressions quasi quotidiennes. Wanbik a déjà été couronné du Grand Prix du Festival international du cinéma Fi Sahara. Il a été également projeté au Festival du film Filmoteca à Saragosse en Espagne et a marqué un grand succès au moment où le gouvernement espagnol a tourné le dos à la cause sahraoui. Le film devrait participer à plus de 15 festivals internationaux, une opportunité pour mondialiser la question du Sahara occidental et sensibiliser l'opinion publique internationale. Territoire occupé toujours, mais cette fois-ci en Palestine où un nouveau martyr vient allonger la liste des crimes odieux sionistes. Un jeune de 26 ans a été tué à l'aube ce mercredi dans la commune de Rahat au Negev. Cette nouvelle victime vient s'ajouter aux 5 martyrs tombés hier à Naplouse au cours d'une nouvelle escalade sioniste. Des arrestations sont également à signaler dans plusieurs régions de Cisjordanie, dont 3 El Khalil. Et pas loin de la Palestine, et après avoir procédé à des raids visant les forces kurdes dans le nord de la Syrie et de l'Irak, la Turquie annonce vouloir procéder à une offensive militaire terrestre dans la zone, notamment en représailles à l'attentat terroriste du 13 novembre ayant fait 6 morts à Istanbul. C'est un sujet signé Safwan Ben Sabri. 2 semaines après l'attentat d'Istanbul qui a fait 6 morts, la Turquie compte bien répliquer contre les auteurs de l'acte terroriste. Après le bombardement des forces nationalistes kurdes au nord de l'Irak et de la Syrie, le président Erdogan a déclaré qu'une invasion terrestre était imminente. Si nous poursuivons nos frappes aériennes sans interruption,
Nous nous attaquerons également aux terroristes sur le terrain, au moment le plus approprié pour nous. Ankara a déjà procédé à des raids aériens depuis le 20 novembre dans le nord-est syrien sur les positions des combattants kurdes dans le collimateur de la Turquie, particulièrement depuis l'attentat d'Istanbul de mi-novembre. À en croire les déclarations du chef de l'État turc, le lancement de l'offensive terrestre ne serait qu'une question de temps. La présidence turque a déclaré qu'elle pouvait avoir lieu demain, la semaine prochaine ou encore à tout moment. Le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, est classé comme organisation terroriste par de nombreux États, dont les États-Unis ou encore l'Union européenne. Le groupe constitue aux yeux d'Ankara une véritable menace pour sa sécurité. La situation particulièrement instable en Syrie et en Irak depuis les interventions occidentales favorise la prolifération et l'armement de groupes armés aux grandes dames des populations locales. En Asie-Pacifique, une entente entre la Chine et la Russie semble se dessiner sur le plan de la coopération militaire. Pékin et Moscou ont effectué ensemble des patrouilles aériennes communes dans cette région. Selon un communiqué du ministère de la Défense russe, une escadrille de bombardiers stratégiques russes et chinois a effectué une patrouille aérienne au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale. Le vol commun aura duré 8 heures. Et un mot sur l'actualité économique en Algérie et ce second souffle pour le secteur automobile. Le projet du groupe Stellantis s'avance à grands pas. Le constructeur automobile a franchi une nouvelle étape en prévision de l'installation prochaine dans le pays de sa marque italienne Fiat, à la faveur de la signature d'un accord d'investissement avec l'API permettant la réalisation de l'infrastructure de l'usine et de ses équipements, ainsi que la souscription au nouveau cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de construction de véhicules en Algérie. Nous avons pour objectif de démarrer la production avant la fin de l'année prochaine. On a très peu de temps pour le faire et donc toutes les équipes sont mobilisées. Nous allons démarrer la production avec une capacité de 10 véhicules-heure, ce qui correspond environ à 60 000 véhicules par an. Nous allons étendre cette capacité assez rapidement à 15 véhicules-heure, donc environ 90 000 véhicules par an. Coupe du Monde, enfin, avec les matchs du groupe C qui viennent de se terminer. Et avec cette triste nouvelle pour la Tunisie, éliminée malgré sa victoire contre la France, déjà qualifiée 8e de finale sur le score d'1-0. Dans le même temps, l'Australie a créé la surprise en s'adjugeant la 2e place de ce groupe. Après sa victoire face au Danemark sur le même score, elle accède ainsi au 2e tour. Et dans le groupe D, l'Arabie Saoudite a rendez-vous avec l'histoire pour peu qu'elle batte le Mexique ce soir à 20h. Dans le dernier match de poule, une victoire des poulains d'Hervé Renard propulserait les Saoudiens en 8e de finale pour la 2e fois de leur histoire après l'épopée de 1994. Dans l'autre match de ce groupe, l'Argentine de Lionel Messi devra également l'emporter face à la Pologne de Robert Lewandowski s'ils veulent continuer l'aventure qatari. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur notre antenne.